DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Casting du jour, bonjour. À la différence de Marco Ilama Aritra, il n'est jamais suspendu. Bonjour Frédéric Bleus. Bonjour. En 35 secondes, Anderlecht encaisse un but, mais lui peut faire mieux ou pire sur un tel laps de temps. Salut Louis Janssen. Salut. Promis, il n'est pas allé boire une bière avec le VAR samedi soir, même si l'envie ne lui a pas manqué. Salut François Garrit. Bonjour. Lui était né quand Anderlecht en prenait 5 ou 6 à Westerlo et il avait même encore des cheveux. Faut arrêter de parler de mon âge à chaque podcast. Salut Romain Van Der Ploeg. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Pas de 3 points, mais 4 buts encaissés pour le Sporting Anderlecht à Westerlo. Messieurs, est-ce que cette claque, c'est un simple accident ou c'est le symbole d'un mal un peu plus profond ? Louis, je me tourne vers toi. En tout cas, il faudrait qu'il le voie comme ça, sans tomber dans une certaine arrogance. Il était dans une bonne dynamique avant. On en parlait avec Romain à la mi-temps. On cherchait, c'était quand la dernière fois qu'il perdait 3-0 à la mi-temps. Ne croyez pas ChatGPT, ça est en passant. Ouais, non. Je sais pas si c'est correct, mais en tout cas, il perdait 3-0 contre le PSG en 2013. Et par moment, Westerlo a pris des airs du PSG presque. Contre Anderlecht, et Anderlecht peut s'en vouloir qu'à lui-même. Donc ouais, c'était très difficile. Je me rappelle plus d'avoir vu une performance défensive comme ça du Sporting. Alors d'ailleurs, en parlant de performance défensive, on va parler de Lucas Hey. Est-ce que vous aviez déjà vu notre estimé confrère Yves Tiedemann noter un joueur aussi mal, puis vu que Hey a eu 1 sur 10? J'étais pas au match, j'ai appelé Yves dans la foulée du match et j'ai fait... Dis, tu te souviens d'un 1 sur 10 ? Et lui-même ne se souvenait pas d'un 1 sur 10. Donc je pense que c'est historique d'avoir une cote aussi basse, mais c'est mérité. J'ai partagé ces notes sur le Facebook DH Anderlecht que je vous invite à rejoindre si vous êtes supporter d'Anderlecht. Et les commentaires en dessous étaient « il mérite pas 1, il mérite 0 ». Donc je pense que c'était... tout le monde était d'accord sur le fait... On connaît la demi-mesure des supporters, mais c'est vrai que Fred, il a été particulièrement dramatique. Après, c'était pas le seul non plus. C'était pas le seul. Pour sa défense, même si c'était pas une longue bon jeu de mots, absence. sa défense. Il a quand même été blessé, donc il revenait dans le coup. Mais c'est vrai que ça faisait un peu peine à voir les fautes qu'il fait, les erreurs de placement. Il n'a pas été aidé non plus, je pense, par Sardella, qui n'a pas non plus vécu une soirée facile. Et, alors sans faire une Cana dépendance, mais on va se dire, mais finalement, l'absence de Marco Cana, mon Dieu, mais que va-t-il se passer à Anderlecht ? Ça va plus loin que ça en fait, et parce que j'étais pas au match, mais j'ai quand même bien fait mes devoirs. Je me suis un peu renseigné sur ce match, et en interne, on dit surtout qu'en fait, le gros fautif, c'est Ndiaye. Tout le monde dit le plus catastrophique, c'était Ndiaye. De l'extérieur, je l'ai pas vu comme ça. Je trouvais que Hey était plus mauvais que lui, mais voilà, on n'a pas le même regard que des gens de la direction d'Anderlecht ou des gens du staff. Donc, je pense que c'est ça. Et en fait, on se rend compte que Augustinsson est devenu vraiment, vraiment important dans cet équilibre défensif, et que oui, Cana, comme patron, comme distributeur, déjà, dis-moi qui était hier sur les 4 défenseurs, si tu comptes Camara comme un défenseur, mais même ne le prenons pas, qui était le patron de cette défense ? Qui donnait de la voix ? Qui donnait du leadership ? Ah, il n'y en a pas. Voilà, il y a un blanc autour de la table, on c'est la attend preuve. Colin Kosemans pour le faire, mais Oui. quand on se trouve comme il l'a fait dès le début de la rencontre, c'est beaucoup plus compliqué. T'as ça, et t'as quand même besoin qu'un de tes défenseurs prenne un petit peu du galon, et Marco Cana... Ok, il revient de loin, il n'a pas le crédit d'un mec qui est là depuis 15 ans, qu'est-ce que j'allais dire, depuis 3-4 ans dans le noyau, mais Cana, il a cette aura, ce leadership naturel, ce charisme qui fait qu'en fait, les gars le suivent et c'est lui qui guide les Après, autres. On l'a vu au moment de la compo, Louis cherchait un leader. Quand la feuille de match est tombée, de toute façon, on savait qu'on n'allait pas en trouver, vu que il n'a pas du tout cette âme-là, et que Sardella, effectivement, revient à son poste de formation, mais on l'a plus vu jouer latéral depuis qu'il est pro. Ouais. En tout cas, on n'attend pas ça de Hey du tout. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un lieutenant. Dans les airs, il est très fort, etc. Mais bon, ouais, comme tu disais, Ndiaye, ça fait une grosse différence aussi. Je voulais sortir la stat, Romain. Ça a une influence aussi sur Angolo, qui, je crois qu'il est forcé à faire plus de retours défensifs. Il a été décisif 11 fois cette saison et 10 fois quand Augustinsson était sur le terrain. Donc, c'est quand même une grosse différence entre les deux. Donc, si c'est un accident, il faudra en tout cas mieux absorber les absences de Cana.
Kana et de Augustinson. De Hazard et de Saliba aussi, Ouais. pour être complet. Oui, même si ça me choque un petit peu moins, parce qu'ici, en fait, la défense était devenue le point fort d'Anderlecht. On l'a vu face à Bruges, on l'a vu face à l'Union, que cette défense était vraiment bien rodée. Statistiquement parlant, je l'avais dit il y a 2 semaines, et ça s'était confirmé jusqu'avant ce match-ci, qu'en fait, Anderlecht était dans le top 3, voire top 2 des meilleures défenses de Pro League en termes de stats. Mais c'est parce que cette défense était inamovible et ne bougeait pas, ne changeait pas, et il y a un manque de profondeur dans ces défenses. Il y a qui sur le banc pour remplacer les défenseurs titulaires? Quasi personne. Où est Oscan? Il est encore visiblement un peu trop court. Illich, catastrophique visiblement de ce qu'on entend. Mais ça Donc, il a renvoie pas aussi de à niveau. des erreurs de recrutement. Il y a eu quelques erreurs de recrutement, même si voilà, il y a des choses qui sont bien faites, donc on va pas tomber gratuitement sur Olivier Renard, mais il a du boulot ici, et le but est de faire venir un défenseur central en plus, sans briser bien sûr l'évolution de Hay et Kana, parce que je promets que Hay quand même il travaille dur et qu'il y a une évolution qui est prévue. François, c'est un simple accident pour toi ou... En tout cas, comme on le disait, il y a un manque d'expérience. Je pense que Beznikasi disait après le match que son équipe était un peu trop jeune. En fait, on le remarque clairement quand il y a Hazard et Augustinson qui sont un peu des tauliers qui ont de l'expérience, qui sont pas là. Le plus vieux, c'était Kosemans. Et ensuite, après lui, dans le 11, c'était Bertaccini qui a 25 ans. Et la moyenne d'âge, j'ai calculé, la moyenne d'âge du 11, c'était 22 ans, 7. C'est le renouveau d'Anderlecht. Et quand ton patron a 17 ans, en fait, tu comprends que voilà, qu'il manque cette expérience, pas juste en défense. Mais il y a peut-être aussi un autre élément. Bruges avait perdu la veille. L'Union avait fait match nul la veille. Anderlecht savait qu'il pouvait faire une bonne affaire. Ça, Tu penses que ça joue dans les têtes? je pense Ouais. pas, je suis sûr. T'es sûr que c'est... Je pense. parce que c'est En l'équipe plus, avec l'erreur de Kosemans dès le début du match, les joueurs comprennent que il va falloir en mettre 2 pour gagner. La semaine passée, on disait, est-ce que Anderlecht, avec sa victoire contre l'Union, peut être un candidat au titre? Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, pour le moment, Anderlecht n'est pas encore prêt pour le titre, parce que il pouvait faire la très bonne affaire du week-end, et finalement, c'est Saint-Tron qui fait la très bonne affaire du week-end. Je ne dis pas que Saint-Tron sera candidat au titre. Romain, tu valides cette thèse? Tu penses que ça a eu... Manifestement, non. Non, je m'interroge. Je ne contredirai jamais Frédéric Bleuze, soit en passant. Mais non, mais plus sérieusement, j'y ai pas réfléchi. En fait, c'est pas une des thèses que j'avais prises en considération. Donc pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Mais c'est clair que quand on fait la corrélation entre l'âge des joueurs et le côté pression, c'est vrai qu'on peut trouver un lien assez facilement là-dedans. Et c'est clair que et on fera certainement le point. Je vous invite à lire notre site internet, notre application, tout ça cette semaine, parce que on fera certainement le point sur les projets pour le mercato. Et je pense que amener un peu de vécu dans la défense et en attaque où il y a peut-être des manquements, mais ça fera du bien à cet Anderlecht. Parce qu'on a parlé de la belle série d'Anderlecht ici, les victoires qui s'enchaînaient. Il y a eu Bruges, Anderlecht a bien joué contre Bruges, mais ensuite, contre la Louvière, ils gagnent à la 92e. Contre l'Union, ils font pas un bon match. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés, c'est ça. Ouais. Ils sont sur l'organisation meilleure. Et puis contre Genk, ils jouent quand même une grande partie du match en n'étant pas au niveau. Donc finalement, ils ont gagné, mais sans nécessairement bien jouer. Donc, en défendant bien. C'était un peu la solution. Et là, quand ta défense elle tombe en lambeaux, c'est un petit peu plus compliqué. Un grand penseur qui s'appelle Roland Courbis a une fois déclaré qu'il vaut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0. On a un choc aussi qui nous attend finalement contre Saint-Tron. On parlait de cette équipe qui a fait la très bonne opération du week-end. Louis, ce sera ce samedi soir. Ouais, ça va être une belle occasion de se relancer. À nouveau, il y aura des absents. Torgan Hazard reviendra, ce sera du bien. Et puis, faut espérer qu'il le voit comme un accident en fait. On suivra ça naturellement ce samedi soir. Un match au sommet samedi soir 20h45. Anderlecht qui reçoit Saint-Tron. On passe maintenant au Standard. Le retour de la mentalité Standard, cher à Frédéric Bleuze. Est-ce que cette mentalité, elle peut permettre au Standard d'atteindre le top 6 ou les Rouges ont repris place, Fred? Et le Standard dans le top 6, c'est pas courant. À cette période-ci de la saison. Est-ce que la mentalité peut leur permettre d'aller dans le top 6? Oui. Ont-ils les qualités pour aller dans le top 6? Non. Sauf si les autres se loupent, comme l'Antwerp, comme Genk ou comme d'autres. Donc oui, c'est le retour de la mentalité. Maintenant, dans le contenu, c'était quand même pas brillant. Ils marquent 2 buts et je pense que c'est les 2 seules occasions qu'ils ont en caricaturant à peine. Ils concèdent pas mal d'occasions. Et la mentalité, à la limite, heureusement qu'ils l'ont, après avoir été sortis de la coupe à Dender. Si en plus ils n'avaient pas eu la mentalité au Cercle de Bruges, je ne sais pas ce qu'il y aurait eu de bon à retenir de ce match, à part la victoire. Un petit peu faire le point sur le classement. Donc Malines est 5e avec 25
27 points, pardon. Le Standard suit avec 24. Ensuite, on a la Gantoise 23, Genk 23, Zulte Waregem 22, l'Antwerp et Westerlo 20. Voilà. En tout cas, pour les équipes qui sont concernées par la lutte pour le top 6. Fred le disait, messieurs, donc le Standard a quand même réussi l'exploit de marquer 2 buts à la mi-temps n'ayant cadré qu'une seule frappe. Ça, c'est très fort. Et les fameux Expected goals. 0,58 sur le match. Pour le Standard et 2 tirs cadrés sur toute la rencontre, je pense. 2,54 quand même pour le cercle. Ouais. Et 37% de possession de balle aussi, je pense. 37% de possession, même si Vincent Hura, ça j'étais un peu étonné, a dit non, c'était pas le but de laisser le ballon au cercle. Si c'était pas le but, ça c'est... Et je te rappelle que le Standard l'année passée, c'était aussi en laissant le ballon qu'ils faisaient leur meilleur match, en étant bien organisés. Ils avaient une autre défense aussi la saison passée. Bien sûr, ils avaient une... Et un autre projet de jeu où on jouait à 3 derrière, on jouait beaucoup plus bas. Je sais, mais c'est le retour aux bases qui parfois fait du bien. Tu t'as pris une claque ici en coupe. Revenir à quelque chose de très organisé, très simple, c'est pas beau, hein. Franchement, on va être honnête, hein, on s'embête. Hein. Ce genre de match, c'est vraiment pas rigolo à regarder. Mais parfois, ça passe par là. Si tu veux aller chercher le top 6, ici, il faut penser parfois en termes de résultats et être un peu, comme dirait Alex Teclac, cynique, comme il aime bien dire. Mais c'est Est-ce voilà. que c'est pas justement la seule voie que peut emprunter le Standard vu le manque de qualité qu'il peut y avoir? Ah oui, mais c'est c'est le constat qu'on fait depuis le début de saison. Et c'est peut-être le constat que Mark Wilmots n'a pas fait lui, en estimant qu'il fallait jouer vers l'avant. On ne touche pas trop à la défense puisque finalement c'était le point fort de la saison passée, sauf qu'il y a quand même eu quelques départs. Oui, parce qu'en termes de qualité, c'est quand même pas brillant. Mais il faut peut-être remettre le cas particulier du Standard dans un contexte général du foot belge actuellement, où, en termes de qualité, pour 84 millions par an, je comprends que DAZN parfois se dise « ça fait un peu cher ». C'est quand même pas brillant. Et je rappelle au passage que le Standard est dans le top 6 avec 7 défaites. J'ai pas encore regardé les stats. Alors peut-être que la saison passée, on était dans les mêmes eaux, mais 7 défaites à cette période-ci de la saison et être dans le top 6... ça relève presque de la performance. Oui, mais je pense qu'une présence dans les playoffs, ce sera clairement via de la constance. Et je pense que s'il y a bien Constance un club... et Standard. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça. S'il y a bien un club qui n'est pas constant, c'est le Standard. Un autre exemple où il y a peut-être encore moins de qualité, c'est Charleroi, qui est encore moins constant. Et donc, moi, je pense que quand on voit des équipes comme Genk, comme Gand et comme l'Antwerp qui revient quand même pas mal depuis le changement d'entraîneur, c'est pas fameux, mais c'est le genre d'équipe qui va réussir à être constante et à faire partie de ces playoffs. Mais ça, le pire, c'est que ça, je ne sais même pas. Parce que Genk, par exemple, je pensais quand même qu'au bout de 15 journées, ça allait quand même tourner un peu plus. Alors oui, ils ont la Coupe d'Europe, ils parviennent à produire des matchs intéressants en Coupe d'Europe. C'était très bon en début de saison, c'est plus laborieux maintenant. Genk est vraiment une interrogation. Je ne sais pas l'Antwerp comment ça va évoluer, mais pour moi, Genk, c'est vraiment une interrogation. Genk, ça commence à être quand même tendu pour la Mittersteinfink. Louis, ça peut leur suffire du coup. Fred disait, à ce train-là, finalement, ils peuvent être dans le top 6, mais un peu par défaut, en fait. Oui, je pense que presque toutes les équipes, beaucoup d'équipes se disent ça dans le championnat. Donc, on a dit, Antwerp revient bien. Hier, tout le monde disait, ils reviennent déjà plus qu'à 4 points, alors qu'il y a 3 semaines, c'était la crise. Janssen était blessé. La Gantoise, Charleroi, on peut aussi parler d'une inconstance. Je pense que offensivement, c'est quand même dramatique. C'est la 3e pire attaque. Je crois qu'il y a que la RAL qui tire moins au but que le Standard. En plus, là, on est dans une période où il faut prendre les points pour le Standard parce qu'à partir de la mi-janvier, je pense qu'ils enchaînent Charleroi, la Gantoise, Anderlecht, Genk. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais c'est. On a presque l'impression que ça peut être un calendrier qui peut limite mieux leur convenir en fonction du projet de jeu. En fait, c'est tout le charme du Standard, c'est que s'ils parviennent à prendre les points qu'il faut ici pour finir l'année, il n'est plus gagné en décembre depuis 2021. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est comme toi, c'est parce qu'ils n'aiment pas la pluie et le froid. Ah, peut-être. On posera la question. Mais s'ils reprennent, après avoir fermé cette parenthèse météo, s'ils prennent les points qu'il faut en décembre, le plus dingue avec le Standard est qu'ils sont capables de prendre des points au mois de janvier contre des équipes du top. Et c'est ce qui fait justement le charme et quelque part l'inconstance. Et ce qui fait que ça pourrait être une équipe intéressante à avoir en Play-off 1, parce que je pense que c'est une équipe qui pourra un peu jouer le rôle de poil à gratter, qui sera un peu... Je crois que dans l'absolu, pour le football belge, avoir le Standard en Play-off 1, c'est toujours plus intéressant. Juste quand même un mot, messieurs, parce qu'on parlait beaucoup de la prestation offensive des Liégeois. Il y a un joueur qui, quand même, a enfin peut-être connu son déclic, c'est Nkada, Fred. Il faut espérer que c'est le déclic. On a vu... A priori, sa plus grande qualité, c'est la vitesse. On l'avait vu dès les premiers matchs de la saison. On l'a encore vu au cercle. Il faut espérer que ce sera le déclic. Mais encore une fois,
Il va dépendre, comme Thomas Henry à l'époque, il va dépendre des ballons qu'il reçoit, du plan de jeu et de la manière aussi, parce qu'on sait que les adversaires vont s'adapter à la manière dont le Standard va jouer. Il va dépendre forcément de ce qu'il va recevoir comme ballon et ce qu'il pourra en faire. Oui, mais ce qui n'est pas très intéressant, le système de jeu justement très défensif du Standard, en allant en profondeur, comme il l'a fait ici, parce que c'est un ballon de P4 qui reçoit un long dégagement et il fonce, et franchement sa finition, des petits airs d'Andreas Suntunji, souvenez-vous. Oui, et un peu, en tout cas la vitesse. Mais forcément, les adversaires vont assez vite comprendre comment le Standard joue et vont se dire prenez le ballon, de toute façon vous n'en ferez rien. Et ça va être aussi, il faut quand même le signaler, Fred, le dernier match avant son départ à la CAN de Mathieu Epolo, qui va quand même laisser un drôle de vide. Au-delà d'être capitaine, ses performances en ce moment sont vraiment très très bonnes. Et c'est Lucas Pirer qui va le remplacer. Alors il a au moins pour lui l'expérience, il prend du temps de jeu pour le moment avec le SL16. Si j'ai bien compris, c'est à la demande de Lucas Pirer lui-même. Mais oui, ça va être un élément à tenir, à prendre en considération. Et aussi, même s'il a moins joué puisqu'il a été blessé, là, il y aura l'absence de Rafiki Saïd. Il y aura d'autres absences pour la CAN qui concerne l'Union, et on y vient tout de suite. L'Union, où il manquera notamment Adem Zorgan, qui jouera la CAN avec l'Algérie, qui n'est même pas d'ailleurs titulaire indiscutable avec l'Algérie, ce qui dit beaucoup de choses aussi, du Vivier des Fennecs. On ferme la parenthèse. On va plus parler de l'attaque de l'Union. Alors ça peut paraître contradictoire, parce qu'on a quand même une équipe qui a marqué 32 fois depuis le début de la saison, rien qu'en championnat. Personne n'a fait mieux. Mais c'est vrai, François, qu'on se demande quelle attaque les unionistes peuvent avoir pour la semaine qui arrive, parce que ça n'a pas été terrible ces derniers temps. Non, ça n'a pas été terrible, mais c'est quand même fou de se dire que l'Union a quand même les 3 meilleurs buteurs du championnat quasiment, avec Raoul avec 7 buts, Rodriguez et David qui en ont 6. À eux 3, ils ont marqué 60% des buts de l'Union. Et on sent en effet que certains ont tous ont leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et certains sont en forme quand d'autres ne le sont pas vraiment. Ici, moi j'ai trouvé que Raoul avait fait plutôt un bon match et que Rodriguez un peu moins, mais finalement c'est Rodriguez qui se montre peut-être un peu plus en fin de rencontre. Donc oui, il y a plusieurs solutions. David Hubert a tenté quelque chose, a placé Raoul avec Rodriguez. Il y a eu aussi David avec Raoul. Il y a Marc Giger aussi qui est pas mal rentré et qui ne reçoit pas trop sa chance. Moi j'aimerais bien peut-être un peu plus voir Marc Giger, parce qu'à chaque fois qu'il monte, il court vraiment comme un fou, il défend. Il a cette qualité technique aussi qu'a Raoul, que n'a peut-être pas Rodriguez ni David. Donc voilà, on a vraiment le travail, l'abnégation chez Rodriguez, peut-être pas la technique, le jeu de haut but chez Rodriguez, chez David, peut-être pas chez Raoul, peut-être pas chez Giger. Donc voilà, il faut faire un mix de tout ça, et en fonction de l'adversaire, parce qu'ici ça va être Marseille, ensuite ça va être Charleroi. L'attaque ne sera certainement pas la même contre ces deux adversaires. David, Louis, Janssen, Hubert, que fais-tu sur les prochains matchs de l'Union? Qui fais-tu jouer devant? Ça dépendra évidemment de l'adversaire. Je pense que en duo, Rodriguez et Raoul fonctionnent assez bien. Je trouve que David, c'est moins en duo, plus seul. Je trouve qu'il se débrouille. Rodriguez et Raoul forment le meilleur duo en Pro League, devant Kanga et Gandelman. Donc voilà, et puis au même stade l'année passée, donc ici François a dit qu'ils avaient marqué pas mal de buts. Au même stade l'année passée, le meilleur buteur de l'Union, c'était Promise David avec 4 buts seulement. Donc ça fait quand même une grosse différence. C'est une richesse, et il faudra faire en fonction de l'adversaire, en fonction de la forme. Donc voilà. Romain. Pour la Champions, j'aurais quand même tendance à mettre Promise David, parce qu'en fait on sait qu'avec sa vitesse, un ballon un peu qui traîne dans la profondeur, il peut débouler et aller le mettre dedans, même si je comprendrais toujours pas ce qui se passe avec lui et son manque de forme, parce que je trouve, moi c'est un attaquant que j'aime beaucoup ce style un peu Lukaku-esque qu'on peut dire vraiment quand il est lancé. On l'a vu contre Anderlecht à un moment, c'était contre qui? Contre Camara, je pense, quand il est lancé comme ça, Camara est beau, c'est lui mettre des coups, il bouge pas, c'est vraiment un attaquant taillé Première Ligue pour moi, mais il lui manque un petit truc là pour le moment. Et pourquoi pas mettre Giger autour de lui en Champions, pour le côté, comme disait François, travailleur, on lâche rien, parce que je crois que le mec il a juste la dalle en fait. Giger, je pense que c'est vraiment ça, mais clairement je suis d'accord que Florutz et Rodriguez, c'est un beau duo qui ne demande qu'à grandir à deux, et je trouve qu'il y a quelque chose à aller faire, mais à voir ce que David Hubert décidera, c'est son job. Pour la
continuité et l'enchaînement. Je ferai comme Louis, Raoul et Rodriguez. Il y a quand même eu je crois que c'est entre eux deux, il y a eu un beau mouvement de talonnade de suite. Donc manifestement, quand ils veulent, ils parviennent manifestement à se trouver. Il y a Florux, je crois que c'est Florux qui frappe le poteau en première mi-temps. Il a un but annulé. Ouais. Donc ils ont quand même des occasions, ils en ont. Donc contre Marseille, je partirai sur la continuité et peut-être Promise d'Évite à la 60e pour justement peut-être profiter des espaces dans la profondeur. Et peut-être alors contre Charleroi, essayer David et Giger. On ne peut pas finir, messieurs, ce podcast sans parler du VAR et de ce qui s'est passé encore ce week-end. Tour de table rapide. Louis, on commence par toi. Il y a main 20 fois de Callister. Oui, je pense. Tout le monde le voit et peut-être que ça se passe 15 secondes avant, mais tout le monde l'a vu. Fred, tu l'as vu aussi? Je l'ai vu aussi. J'ai lu et entendu la réaction de David Hubert qui a dit oui, enfin, ce 20 secondes avant, c'est pas le foot comme j'aime. C'est l'entraîneur de l'Union. Je pense que s'il est l'entraîneur de Gand. Jean-Michel, mauvaise foi. Voilà, mais il a le droit. Allez, c'est le jeu, les gars. Il est dans son rôle. Évidemment qu'il doit répondre ça. Mais il y avait tout le non-verbal aussi dans cette séquence. Si vous l'avez vu en télé, on n'a pas l'impression qu'il croit vraiment à ce qu'il raconte. C'est ça qui est fou. Et évidemment que Ivan Leko est dans son rôle quand il demande si dans le Var ils boivent des bières. Romain. Jamais main. Non, c'est bon, je déconne. Ça va, c'était une blague. Non, il y a main. Et c'est dommage parce que ça se voit comme le nez au milieu du visage. Et je comprends pas que le VAR passe à côté. J'attends l'explication parce qu'on enregistre en matinée, donc on aura certainement l'explication un peu plus tard dans la journée de lundi. Donc moi, à mon sens, la seule explication possible, c'est que... Ils ne devraient pas trop décoller. Oui, c'est que la phase démarre 20 secondes avant, qu'il y a un arrêt du gardien, que pour eux, c'est une nouvelle phase qui commence. Enfin, je ne vois que ça. Ouais, moi, je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. François. Oui, pour moi, il y a faute de main et du coup, Ivan Leko, est dans son rôle, mais je trouve qu'il manque quand même pas mal de classe. Déjà sur la phase, il est devenu complètement fou. Alors à juste titre, parce que voilà, tu perds certains points, c'est certain, mais quand même il y a une certaine classe à avoir. Et même après, quand la tension est retombée et qu'il est venu en conférence de presse et qu'il a vraiment atomisé l'arbitrage. Il y a cette frustration, c'est certain, de ne pas gagner sur le terrain du champion. Mais je pense qu'avec la carrière qu'il a eue et avec l'expérience qu'il a déjà en tant que coach, tu peux avoir un tout petit peu faire passer ton message avec un tout petit peu plus. C'est son rôle de nouveau aussi. Il faut juste rappeler à ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent comment se passe aussi une conférence de presse d'après-match. Les deux coachs sont côte à côte dans une toute petite salle. Oui, là pour le coup c'est peut-être la plus petite salle de presse de Belgique. Et alors oui, les deux coachs sont littéralement à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Et là ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une question à Ivan Leko sur ça. Il a parlé en se demandant, en expliquant que l'arbitre était venu s'excuser après la rencontre, et donc voilà, il a fait comprendre que les arbitres dans le VAR n'étaient pas complètement réveillés, et David Hubert qui était juste à côté, qui a préféré, d'après lui, ne pas rentrer dans la polémique. Bon, après voilà, il avait en effet le bon rôle, et c'est certain que c'était mieux. Dans la réaction de Ivan Leko, je trouve que c'est ça qui est le plus vicieux. C'est évidemment qu'il ne doit pas parler comme ça du VAR, mais ce qui est plus vicieux, c'est qu'il dit l'arbitre est venu dire que oui, il y avait faute de main, comme une manière de dédouaner l'arbitre pour mieux se pencher sur le VAR et créer une tension. Et ce qui est aussi, ça, c'est vicieux. Et ce qui est aussi vicieux, c'est qu'il dit, bon voilà, on est à l'Union, ils sont champions de Belgique, on joue chez eux. Ça, tu peux pas dire, ça, je suis d'accord. Je trouve que voilà, c'est limite, et 30 minutes après le match, quand la frustration est retombée, je pense qu'un peu plus de classe, ça aurait pu être bien. Ouais, il aurait pu s'abstenir. Messieurs, on va terminer cette émission en rendant un hommage à Glenn de Boek, qui avait pris place il y a quelques années dans ce studio, aux côtés d'Yves Tiedemann. On avait revisité avec lui la Coupe du Monde 2002, à l'époque, à laquelle il avait participé. Voilà, on pense beaucoup à ses proches. Glenn de Boek, qui a disparu cette nuit à 54 ans. On se retrouve dans un prochain épisode du Décrassage dans le DH Football Club. À bientôt, salut. DH Football Club. Le Décrassage.